Because my soldiers do not buckle or yield when faced with the cruelty of this world. My soldiers push forward. My soldiers scream out. My soldiers rage! Bonjour et bienvenue sur Rage Culture Podcast, qui, comme son nom l'indique, est le podcast de Rage Culture. Aujourd'hui, pour cette nouvelle émission qui remplace Libre-Échange, nous allons explorer la tension entre fragmentation et centralisation dans la grande reconfiguration du monde actuel. Et je vous invite d'ores et déjà à partager, liker cette vidéo, mais aussi à typer pour Rage Culture. Nous y reviendrons. Et donc, depuis plus d'un millénaire, l'Europe avance sous le signe d'une croissance continue du pouvoir central, un phénomène dans lequel Bertrand de Jouvenel voyait un minotaure se nourrissant de tout ce qui l'entoure. À l'époque de Philippe Auguste, dans les années 1200, la France n'avait ni système de taxation régulier, ni armée permanente, ni appareil administratif centralisé. Le roi dépendait du bon vouloir de ses seigneurs et de l'Église. 5 siècles plus tard, sur Louis XIV, le paysage avait radicalement changé. La monarchie disposait d'un système stable, d'un appareil d'État spécialisé, d'une police royale et d'une armée permanente, près de 200 000 hommes, la plus grande d'Europe à l'époque. Entre ces deux dates, la royauté avait absorbé les pouvoirs de la noblesse et du clergé, transformant les anciens ordres en instruments du centre, poussant à la naissance de l'individu comme dernier et plus faible des contre-pouvoirs. Cette logique culmina au XXe siècle, dans les guerres mondiales où la centralisation étatique, économique et industrielle atteignit son paroxysme. L'État ne se contenta plus de lever des hommes, il régla leurs pensées, rationna leur nourriture, dirigea la production et transforma la science en instrument de destruction. L'individu jadis né comme contrepoids au pouvoir royal fut englouti dans la mobilisation totale. Sous les bombes, dans les tranchées ou les camps, il n'était plus qu'une unité anonyme du corps national, sacrifiée à la machine qu'il avait contribué à bâtir. Chaque fois que l'homme a cru s'émanciper du centre, il l'a en réalité renforcé. La monarchie a détruit la féodalité au nom du peuple, l'État moderne a détruit la monarchie au nom de la liberté, et la démocratie, au nom de l'égalité, a livré le citoyen sans défense à une administration anonyme, plus centrale et plus étendue que jamais. Car la démocratie, loin d'interrompre la croissance du pouvoir, l'a perfectionnée. En prétendant diffuser l'autorité dans la multitude, elle a remplacé le visage visible du souverain par celui invisible de la machine bureaucratique. Le trône s'est effacé, mais non le centre. Il s'est simplement dissous dans le réseau des lois, des procédures, des formulaires et à présent des algorithmes. Car cette métamorphose ne s'est pas faite par hasard et semble accompagner un développement technique. Selon Jouvenel, chaque innovation technique, la monnaie, la taxation, la conscription, a servi de levier à la centralisation. Le progrès technique fut accepté avec empressement par les masses pour le confort qu'il procure. Mais est-ce que cela ne marche pas? Est-ce que cela ne cache pas d'autres effets pervers dont il pourrait être la cause, comme la perte de liberté et la dénatalité? Si tel est le cas, alors est-ce que la solution à nos problèmes pourrait être cherchée dans la décentralisation? Est-ce seulement possible d'aller à l'encontre de ce mouvement? Voilà ce dont nous allons discuter aujourd'hui. Et je ne suis pas seul, je suis accompagné d'une Dream Team. Alors voilà, je vais les introduire les uns après les autres. Je suis accompagné de Jean. Salut Jean, comment ça va? Salut Lino, ça va très bien, merci. Très content de pouvoir participer à un nouveau podcast après Libre-Échange, en plus avec des participants de marque, donc c'est super. Eh oui. Je précise bien, c'est la suite de Libre-Échange, ça prend le relais de Libre-Échange et on essaye de monter en gamme dans cette émission. Le troisième et le premier des nouveaux à nous rejoindre, c'est Nîmes.
Salut Nîmes, ravi de te recevoir. Comment ça va? Salut Lino. Par contre, en français, on dit pas introduire, hein. Je serais reconnaissant que tu ne m'introduises pas, s'il te plaît, mais je veux bien que tu me présentes. Bah, Ouais, oui, mais oui, désolé. je suis content de faire ce podcast avec vous aussi, hein. Donc, là, c'est la première, le crash test. Donc oui, j'ai bien aimé ton petite introduction de Rage Culture, le podcast, non, comment tu as dit? Rage Culture Podcast. Moi-même, Rage je Culture rachute sur qui podcast. je sais pas si on gardera ce nom, mais pour l'instant, ça fait l'affaire. Ouais, moi j'aime bien, ça fait un petit pied de nez. Il faut faire des phrases d'intro, hein, donc pour que ça s'ancre dans vos cerveaux, les gens. Donc voilà. Et the last but not the least, Anthony. Salut Anthony. J'ai beaucoup aimé ta dernière vidéo sur le bioléninisme, j'en profite. Et je vous encourage tout le monde à aller la voir. Salut Anthony. Salut à tous, je suis super content d'être là. Merci pour la publicité. Et puis, j'espère que l'épisode sur le bioléninisme vous a plu à tous. Oui, je précise que Anthony, faudra que je mette les émissions, les liens de tout le monde dans la description de la vidéo. Anthony a une très bonne chaîne qui s'appelle Radioactif. On avait déjà fait plusieurs fois la pub sur Libre-Échange. C'est vraiment excellent, c'est sous-estimé et voilà. Ce sera aussi l'occasion de vous faire découvrir Anthony, qui était déjà venu dans Libre-Échange aussi. Nîmes, vous le connaissez, il était déjà venu sur cette chaîne aussi. Donc voilà. Oui, alors donc, comme je disais, il y a aussi la possibilité maintenant de typer. Nîmes, donc est-ce que tu veux nous expliquer comment ça fonctionne, le Tipeee de Rage? On en profite. Oui, ça va être assez simple. En fait, c'est que donc, au début, j'avais pensé mettre cette émission réservée pour les tipeurs. Finalement, j'ai décidé de la mettre disponible à tout le monde, mais évidemment, je vous encourage quand même à tiper si vous trouvez que ça a de la valeur. Donc, vous pouvez simplement aller sur le Tipeee de Rage. Je sais pas, tu mettras le lien aussi dans la description. Bien sûr. Et du coup, c'est à votre bon cœur. Si vous estimez que ça mérite un tip, je serai extrêmement reconnaissant, bien sûr. On peut tout de même préciser que tu types, mais tu as des choses en retour. Oui, non, il y a des contreparties. Donc, suivant la valeur de votre type, vous pouvez avoir accès à des e-books, donc des traductions qu'on effectue. Je pars du principe que les gens sont au courant, peut-être qu'ils ne le sont pas en fait. Ben non. Des nouveaux auditeurs qui... Donc, oui, on a des traductions de différents e-books, surtout autour de la sphère qu'on appelle la néo-action. Pas que, les gens comme BAP qui ne se veulent pas néo-actionnaires, même s'ils sont néo-actionnaires adjacents, on va dire. Donc voilà, oui, des textes surtout de cette sphère qu'on a traduits et auxquels on donne accès pour des sommes qui sont plutôt dérisoires. Oui, j'ai l'habitude de dire que c'est le meilleur Tipeee d'Occident pour une somme assez faible. Vous avez des dizaines et des dizaines d'heures de lecture, et notamment voilà, de la pensée Nérix. Au-delà de la quantité d'heures, je pense que la valeur est dans la sélection qu'on a effectuée, où je trouve qu'on a quand même des textes qui sont parmi ce qui se fait de mieux dans la pensée actuelle. Ouais, quantitatif et qualitatif, hein, surtout, bien sûr. Il y a même des e-books de Nîmes. Donc voilà, oui. C'est pour vous dire. Il n'y a pas que de la qualité, oui, il y a aussi des e-books. Non, il est très bien en plus, le dernier e-book. Je l'ai lu, je vous le recommande. Et il y a aussi ta nouvelle que tu nous as soumise. Mais elle est gratos, celle-là. Elle n'est pas sur le Tipeee, c'est vrai. Je pense que c'est bon de la mentionner. Donc si tu veux en parler 2 secondes aussi, je oui. C'est un plateau. Hein. Oui. Ceux qui ont les habitués de la chaîne ont certainement vu. J'ai fait une petite bande-annonce. Donc, j'ai écrit une nouvelle qui s'appelle SS ACC. Je l'appelle comme ça, mais ça serait SS Hack en vérité. Donc, c'est une nouvelle de type uchronique sur une seconde guerre mondiale alternative qui tourne pas très bien pour les Américains. Et c'est, comment dirais-je, j'essaye un petit peu de montrer les limites de l'accélérationnisme, ou plutôt qu'est-ce que ça serait
l'accélérationnisme poussé vraiment dans ses retranchements ultimes. Je suis beaucoup inspiré du futurisme, notamment de Marinetti, pour écrire cette nouvelle. Donc c'est un rythme endiablé, assez furieux, comme Marinetti essayait de le faire. Je pense qu'elle est pas si mal, ça se lit rapidement, donc je vous encourage à la lire, c'est gratuit et Elle est bien. j'en ai eu des bons retours, ouais. Et ben voilà, donc on a fait un petit peu la publicité de chacun, et donc j'invite Jean à lancer le sujet, parce que l'idée vient de Jean au départ, donc à tout seigneur, tout honneur. Ouais, ben on va discuter un peu des idées, un peu de prospection, disons, du siècle prochain concernant la reconfiguration du monde. Donc moi, personnellement, beaucoup de ce que je vais dire ici sera repris des idées de Philippe Fabry, historien et théoricien de l'histoire, qui a développé un modèle des civilisations et qui a défini des grandes lois de l'histoire. On ne va pas entrer dans le détail de ces prédictions, notamment parce qu'il y a aussi d'autres auteurs moins récents comme Spengler ou Amaury de Riencourt qui ont également essayé de tirer des lois de l'histoire, mais généralement avec des approches moins systématiques et 50 à 100 ans de données en moins. Donc forcément, leur exercice était moins facile. Et puis, plus généralement, les termes qu'on va aborder ici, c'est-à-dire la démographie et les parallèles historiques, et en particulier entre la civilisation occidentale et la Rome antique, et la nécessité de l'accélération technologique. Tout ça, c'est de plus en plus discuté, en particulier au sein de la droite américaine. On peut penser à Musk ou à Vance, qui parlent assez souvent de démographie, Musk d'accélération, ou des auteurs comme Peter Thiel qui ont pas mal écrit sur ces sujets. Et alors la première chose qu'il faut comprendre pour suivre le raisonnement, c'est que la civilisation elle-même est un Ponzi. C'est-à-dire que c'est d'abord la mise en réseau d'individus spécialisés dans des tâches, et cette mise en réseau, c'est tout simplement le processus d'urbanisation. Les individus spécialisés sont alors plus proches les uns des autres en ville qu'à la campagne. Ils peuvent donc collaborer plus étroitement pour produire plus et toujours se spécialiser davantage. Mais le problème de la ville, c'est également qu'elle stérilise les individus. Bon, ça, on peut le voir par les différences de taux de natalité entre les villes et les campagnes. Bon, c'est véritablement universel. Les gens font tout simplement moins d'enfants parce que les coûts d'opportunité associés à la parentalité sont bien plus importants en ville qu'à la campagne. Pour faire simple, vous avez besoin de moins d'espace et vous avez moins d'activités autres qu'élever des enfants à votre disposition. Donc, vous faites plus d'enfants à la campagne. C'est ce que Spandrel appelait le phénomène de l'IQ Shredder, notamment. C'est bien Spandrel qui est à l'origine de ce terme. Oui, Spandrel, c'est beaucoup plus spécifique en fait. Lui, donc, il parle de IQ Shredder. Donc ça inclut la notion d'intelligence. Là, ce dont parle Jean, c'est un phénomène plus global où les villes attirent la population des campagnes parce que il y a le travail tout simplement. Spandrel, lui, ce dont il parle, ce sont des villes, des pays comme Singapour, des pays-villes comme Singapour, qui attirent les plus intelligents de toute l'Asie et qui les fertilisent, quoi. Donc oui, c'est directement lié. Qui les stérilise. Ouais. Qui les stérilise, oui. Et ouais, c'est juste un petit peu plus spécifique ce dont parle Spandrel. J'ai fait une vidéo là-dessus. C'est en reprenant un texte d'Azukashi qui reprend lui-même Spandrel. C'est une des vidéos que je préfère sur la chaîne. Je l'ai appelé Biocapital parce que dans ce texte, justement, les humains qui sont broyés comme ça, ils appellent ça le biocapital. Et donc,
ce texte explique notamment, voilà, en reprenant Spandrel, que comme il y a le techno-capital qui est concentré à un endroit dans les villes, ça concentre le biocapital. Et puis en vérité, au final, c'est pas que l'intelligence, c'est aussi la beauté. Les plus belles femmes, elles sont en ville, et pareil, elles sont stérilisées. Enfin, voilà. Tout ça, c'était pour compléter le phénomène que décrivait Jean. Je sais pas si Azukashi, je sais pas s'il nomme Spandrel directement, mais effectivement, Il dit des sociologues anglo-saxons ou américains, je sais plus quel terme il Ouais. utilise. mais on sait qu'il a lu Spandrel, enfin ça se sent, enfin qu'il connaît la NRX. Je ne le sais pas, mais ça se sent Je le suppose très fort. qu'il a au moins été indirectement exposé à ces idées. Moi, j'ai une première question pour Jean, et peut-être que celui de l'exposé va répondre, mais dire que la civilisation est un Ponzi, moi j'ai la sensation que justement c'est le contraire. Le Ponzi, c'est le dernier rentré et baisé, et donc le premier à y être entré, tu vois, est le gagnant en fait. J'ai l'impression que la civilisation, c'est le contraire. C'est-à-dire, si elle s'améliore de génération en génération, en moyenne, hein, évidemment, il peut y avoir des hauts et des bas, bah, plus tu n'es tard, mieux c'est en fait. Ouais, alors je vais y répondre juste après, hein, mais c'est que globalement, c'est un phénomène auto-accumulateur où il faut toujours aspirer plus de gens. C'est dans ce sens-là que c'est une pyramide de Ponzi et qu'il arrive à un moment donné où il n'y a plus suffisamment de nouvelles personnes dans les campagnes à aspirer. Et c'est là que la civilisation commence à péricliter. C'est dans ce sens-là, mais oui, en termes de richesse, évidemment, il faut mieux arriver un tout petit peu avant la fin qu'au tout début. Ça, c'est clair. Bah, en fait, je pense que ça dépend de ce qu'on appelle civilisation aussi, quoi. Il y a, justement, tu parlais de Spengler. Spengler, donc, qui est influencé par Nietzsche, lui va faire une différence entre culture et civilisation, quoi. Donc culture, c'est à partir du fondement, et la civilisation, en fait, c'est l'apogée, mais c'est déjà le début du déclin, en réalité, quoi. Donc, si tu parles de la civilisation dans ce sens-là, c'est-à-dire comme l'apogée d'une culture dont le destin est le déclin, alors oui, le Ponzi a du sens, puisque ceux qui commencent à l'apogée sont mieux lotis que ceux qui sont plus loin dans le déclin après, quoi. Ouais. Et alors, pour continuer, bon, bah, globalement, hein, j'ai déjà un peu dit, mais puisque la ville stérilise, donc les individus en ville se reproduisent moins, il faut toujours plus de gens à faire venir dans les villes pour nourrir la machine. Et ces gens, on va les chercher où? Simplement dans les campagnes. Au début, dans les campagnes toutes proches, puis de plus en plus loin. Et il arrive un moment où toute la population, ou une majeure partie de la population des campagnes a été aspirée, et la civilisation entre en phase de déclin démographique structurel. Ouais. Et il arrive un moment où la cité, ce que moi j'associe à la civilisation, n'a plus assez de nourriture, cette nourriture qui sont les gens, et les premiers dysfonctionnements apparaissent par manque de main-d'œuvre et le vieillissement de la population. Une solution court-termiste, généralement, c'est de faire venir des gens toujours plus loin. Et il arrive un moment où on fait venir des gens dont les cultures et les modes de vie sont assez incompatibles avec la civilisation, c'est-à-dire des barbares. Et c'est juste une course pour essayer de raviver un peu la flamme, mais généralement, ça participe de la chute. Ouais. On est en plein dedans. Ouais, bah c'est exactement ça. Et globalement, aussi en romantique, hein, c'est que les barbares poussent aux portes, mais pourquoi est-ce qu'ils poussent aux portes et qu'on peut pas, que c'est aussi facile qu'avant de les repousser? Bah, c'est tout simplement parce que y a moins de gens au sein de la civilisation pour leur faire face. Donc, naturellement, il y a un système de vases communicants, hein, là où il n'y a plus assez de gens, et les gens d'ailleurs viennent. Et pour faire un parallèle avec la physique, la civilisation est en réalité une structure dissipative, comme une tornade ou un feu de forêt. C'est un système ouvert qui n'est pas en équilibre thermodynamique. La ville ou la civilisation ne sont pas des états stables, il n'y a pas de point d'équilibre. Il faut du combustible pour les entretenir, et ce combustible, il est humain. Donc, dans le cas d'une tornade, il faut toujours un flux d'air chaud pour que la tornade continue d'exister. Et pour un feu de forêt, il faut des arbres à brûler. Et quand il n'y a plus de combustible, ça s'arrête et il faut attendre que ça repousse.
Et pour la civilisation, c'est pareil, sauf que le combustible, ce sont des humains à faire travailler. Ouais. Et des humains de bonne qualité, de préférence. Ouais, il y a C'est les humains, ça. mais il y a aussi les ressources, quoi. Donc, tu peux pas que réduire ça aux humains, c'est aussi les ressources auxquelles ils ont accès. Oui, bien Mais sûr, mais globalement, généralement, pour avoir des ressources, il faut aussi les humains pour extraire les ressources. Donc, s'il y a ouais, moins ouais, d'humains, c'est aussi le problème. exactement. Il y a aussi pour décrire le phénomène de stérilisation, c'est assez intéressant. Philippe Fabry, encore lui, avait fait une vidéo que je vous recommande sur l'écologie. Et c'est une vidéo qui a mis les mots sur un sentiment que j'avais depuis très très longtemps, c'est que les villes et la modernité en général étaient stérilisantes en elles-mêmes et que ça induisait tout un tas de comportements, en vérité, a posteriori, et des comportements stérilisants, et que ça expliquait notamment pourquoi tu avais une augmentation de la promotion de pratiques stérilisantes, comme le transgenrisme, mais des trucs même beaucoup plus soft, les troubles, ce genre de choses. Vous vous rendez compte que c'est toujours systématiquement des pratiques qui, in fine, induisent moins d'enfants en moyenne que les pratiques sexuelles classiques. Et c'est assez intéressant. Il fait le parallèle avec l'expérience des rats de Kaloun. Je ne sais pas si vous connaissez. Bah, si, si. Oui, c'est le cloaque comportemental, c'est ça? Voilà, c'est ça, exactement. Et c'est assez marrant parce qu'il t'explique, il te montre bien à quel point le comportement des rats ressemble vraiment étrangement à ce qui se passe, chez nous actuellement. Donc, Il explique pourquoi il lie ça à la modernité, parce que tu dis qu'il a l'air de dire que c'est inéluctablement lié à la modernité, quoi. alors, il lie ça à la modernité dans le fait que dans l'expérience des rats de Kaloun, ce qui est l'équivalent de enfin, le lien avec la modernité, c'est que la ressource est illimitée. Les rats ne manquent d'absolument rien et la modernité permet cette abondance de biens aussi. Mais Et la dans des densité de espaces contraints. population est très élevée, c'est-à-dire que les Voilà. rats sont enfermés tous ensemble et à une densité où dans l'état naturel n'existerait pas, quoi. Vraiment, la vidéo est très bien. Vous tapez Philippe Fabry écologie, elle dure 40 minutes, même pas. Je vous la recommande. Et c'était vraiment une sensation, enfin un instinct que j'avais depuis très 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 longtemps, et il l'explicite vraiment. Et ça serait un des ressorts qui expliquerait le phénomène justement de dénatalité. Oui, globalement, Mais si là, tu moi, je suis. mettais tous les tarés des villes, tu les mettais dans les campagnes à prendre l'air, ils seraient un peu moins tarés, quoi. Je suis en train de lire le bouquin de Kevin Roberts, qui est le président du Heritage Foundation. Et lui, la problématique de la dénatalité a une telle importance à ses yeux qu'il a consacré un chapitre entier avec toutes les mesures politiques qu'il souhaite mettre en place avec ce gouvernement conservateur pour essayer de relancer la démographie, qu'il nomme comme quelque chose comme... en fait, c'est pas un choix, tu vois. Pour lui, c'est la vie ou la mort. Les États-Unis peuvent s'effondrer de la dénatalité. Et l'un des arguments qu'il utilise, c'est tout simplement s'il y a plus assez de jeunes et trop de vieux, militairement, on peut plus se défendre et mécaniquement, on va se faire oblitérer à un moment ou à un autre. Et donc pour lui, c'est même plus, c'est pas une question de c'est la mode, c'est pas la mode, bon allez, c'est un choix, je sais pas quoi. Pour lui, il y a comme une obligation à faire des enfants parce que tout simplement, sinon ça peut pas continuer, quoi. Ouais. C'est très pesant chez l'élite américaine. Tu le vois que Musk, il en parle beaucoup, par exemple. Il en parle beaucoup aussi. Et lui, il le met en pratique. C'est ça qui est bien avec lui. Il a combien? 13 enfants maintenant? 14? Je sais plus. La question qui doit être répondue, c'est est-ce que c'est le produit de la technologie, puisque il y a cette idée aussi dans la néoaction de la singularité contre l'anti-singularité. Donc il y a cette singularité technologique qui est évidente, et il y a cette anti-singularité biologique qui est aussi évidente, quoi, qui arrive en même temps. Donc là, on parle de modernité, on parle de civilisation, mais est-ce que le développement technologique peut se passer
sans ces aléas inverses sur l'aspect biologique. Bah, c'est ça, il y a une course, ouais, t'as raison. Il y a une course entre les deux. Ouais. Moi, je pense que tu peux pas. Tu peux essayer de le limiter, l'aspect anti-singularité, mais tu ne peux pas y échapper totalement. Et quelque part, ça peut être une chance parce que vous voyez que la modernité occidentale est beaucoup moins stérilisante que la modernité asiatique. Ça peut être un avantage pour nous. Là. Vous voyez, le taux de natalité en Asie de l'Est, et il y a des endroits, c'est délirant. Je regardais l'autre jour, là, quand j'ai fait l'émission avec Stéphou, Macao, le petit territoire anciennement portugais en Chine, c'est 0,65 enfants par femme. C'est mais tu n'importe verras, à quoi. chaque fois, c'est pas des hasards. Hein. À chaque fois, c'est les endroits les plus densément peuplés qui sont les moins fertiles. Hein. Quand tu es entassés les uns sur les autres, bah, instinctivement, tu te dis que c'est pas la peine de rajouter encore des milliers de personnes en plus, alors qu'il y a déjà peu de place, quoi. Je sais pas, Taïwan, ouais, il y a 40 millions d'habitants, le territoire est assez grand, mais ouais, la densité doit être quand même assez élevée. Ouais, faudrait voir la corrélation vraiment, si elle est extrêmement forte. De toute façon, c'est simple. Hein. Le seul pays développé où il y a encore un taux de natalité supérieur à 2, c'est Israël. On va en parler plus tard, mais il n'y en a que un. C'est Israël, c'est tout. Ouais. Et alors, pour continuer, on a parlé un peu des conditions matérielles qui font que la natalité baisse, tout simplement l'urbanisation, la densité de population et les coûts d'opportunité associés à la parentalité en ville. Mais plus globalement, le confort et l'augmentation de la sécurité et de la certitude quant au futur fait aussi réduire la démographie, enfin la natalité. C'est tout simplement alors on va parler du modèle évolutif RK. Pour faire simple, c'est que les espèces ont des stratégies de reproduction différentes. Soit elles font énormément de petits et elles ne s'en occupent pas, avec un taux de perte très élevé. Mais à la fin, il y a suffisamment d'individus pour perpétuer l'espèce. Donc, c'est ce que font les insectes, les poissons et les petits mammifères. On fait beaucoup d'enfants, il y en a beaucoup qui meurent, mais ça suffit pour perpétuer l'espèce. Et à l'inverse, on a l'autre stratégie qui est de faire peu d'enfants, mais d'investir beaucoup en eux, avec les parents qui s'occupent de leurs enfants pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes. Et donc là, c'est la stratégie des grands mammifères et des humains. Mais ce modèle, on peut aussi le percevoir au sein des humains, avec des stratégies plutôt de forte reproduction et faible investissement, ou l'inverse. Et plus l'avenir est certain grâce à la pacification, à la civilisation, et moins on fait d'enfants et plus on investit en eux. Tandis que lorsque l'avenir est incertain, on fait plus d'enfants et on investit peu en eux car on sait qu'il y aura de la perte. Globalement, que certains vont mourir à cause de l'environnement qui n'est pas suffisamment civilisé, sûr. Et globalement, c'est aussi à cause de ça que les civilisations connaissent des grands cycles de natalité et de dénatalité. La civilisation crée tellement de confort et de certitude sur le futur que les individus se reproduisent moins et investissent plus dans leur faible nombre d'enfants. Et il arrive un point où le taux de natalité est trop faible pour renouveler les générations et le processus de décivilisation s'enclenche et se poursuit inexorablement. Et ensuite, passer en décroissance démographique, c'est la fin de la civilisation. En fait, c'est revenir à un jeu à somme nulle où les ressources deviennent limitées parce qu'il y a moins d'humains pour les extraire. Et donc, si quelqu'un gagne, quelqu'un d'autre doit perdre. C'est le principe du jeu à somme nulle. Et contrairement à la croissance et à la civilisation, où tout le monde peut gagner en collaborant, lorsque vous entrez dans la phase de décroissance, eh bien, la stratégie coopérative qui était
presque toujours la meilleure devient moins évidente et la stratégie du conflit devient relativement plus attractive. Et les conflits se multiplient de toutes sortes, que ce soit à l'échelle locale avec de la criminalité, une perte de confiance entre les individus, et à l'échelle globale avec des conflits étatiques. Et le problème étant évidemment que ces conflits sont des obstacles à l'accumulation de richesses et à la croissance technologique et économique. Là, pour voir vis-à-vis de la France, là, tout ce que tu dis, c'est très intéressant. Plusieurs choses, c'est comme tu dis, ça fait rebasculer la civilisation dans un jeu à somme nulle. Bon, j'imagine que c'est à moins qu'il y ait des ruptures technologiques majeures qui permettent de compenser ces cycles-là, mais bon, on n'y est pas forcément, quoique avec l'IA, ça pourrait être un espoir pour limiter la casse. Mais dans tous les cas, ça montre qu'il va y avoir une tendance de fond qui fait que, voilà, comme il y a un retour du conflit, les stratégies de coopération, comme tu dis, vont être moins payantes. Et du coup, je pense avoir des impacts au niveau politique, notamment au niveau en France, les stratégies de gauche au niveau électoral vont être de moins en moins écoutées et crues. Donc ça sera intéressant d'observer ça, je pense. Ce qui pourrait être inquiétant de mon point de vue, c'est que donc il y a un chercheur anglais qui s'appelle Mark Widdowson, qui a la particularité d'être assez interdisciplinaire puisqu'il a un doctorat en histoire, il a un master en physique et un master en anthropologie sociale. Et ce qu'il a relevé, c'est que potentiellement le niveau de technologie que tu peux atteindre est lié à l'étendue du territoire et le nombre de personnes qui y habitent. Notamment, ce qu'il met en avant, c'est qu'il s'est penché sur l'Australie, donc l'Australie avant que les Européens y débarquent, quand il n'y avait que les aborigènes, donc qui ont vécu de façon isolée. Et en fait, ils n'avaient pas dépassé des stades technologiques qui étaient extrêmement bas pour comparer à ceux que nous on avait atteints. Et pour lui, c'est directement lié au fait qu'ils étaient isolés, donc ils n'avaient que accès à cette île, ils n'avaient pas accès à des échanges avec les autres, et ils ne pouvaient pas, par définition, atteindre un niveau de technologie qui soit plus élevé que cela. Donc, si il a raison, ça voudrait dire que, en gros, là, la modernité, ça a été la mondialisation. Mais une fois que tu as atteint le monde entier, peut-être que tu atteindrais une limite technologique que tu peux développer. Donc, la question après ça, c'est est-ce qu'on est capable d'aller au-delà de la Terre ou pas. Et ça, c'est intéressant parce que j'ai aussi entendu ça chez Philippe Fabry, mais cette fois à propos de l'Afrique, en disant pareil que le territoire est tellement grand et jusqu'à maintenant, c'était un territoire sous-peuplé, ce qui fait que la mise en réseau des individus qui créent des nouvelles technologies, de la richesse, etc., est bien moins évidente, et c'est ce qui explique principalement le retard technologique. C'est pour ça aussi que les gens qui se réjouissent du phénomène de démondialisation, au final, faudrait peut-être réfléchir à avoir un petit peu plus loin que ça, parce que d'un point de vue civilisationnel et d'un point de vue du progrès technique, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Il y a deux choses, en fait. La mondialisation n'est pas le mondialisme. Oui. Ce que les gens n'aiment pas, c'est le mondialisme. C'est l'idée idéologique et politique qu'on devrait tous être un seul monde, quoi. Tu peux avoir la mondialisation, mais sans en s'assurant que chacun vive chez soi, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quand même des échanges mondialement, il peut quand même y avoir un progrès technologique, mais tu n'es pas obligé de tous que tout le monde se mélange. Bon, après, c'est pas ce qu'on voit pour l'instant, en tout cas. C'est vrai que la conduite politique de la mondialisation, c'est vrai que je trouve qu'elle a été mal dirigée, et ça a adressé beaucoup de gens contre la mondialisation en elle-même, et en jetant le bébé avec l'eau du bain et les progrès que cela amène, malheureusement. C'est ça, c'est pas parce qu'on fait du commerce que tu peux aller venir vivre chez moi.
prendre ma femme et détruire ma culture, quoi. On fait du business, on vend des biens et des services et voilà, quoi. On est, on n'est pas condamné à ça. Il y a des pays qui l'ont prouvé, comme le Japon, par exemple. Jusqu'à maintenant, oui. Et pour continuer là-dessus, sur le fait d'avoir besoin d'humains pour accéder à un certain niveau technologique, il y a vraiment l'idée que la masse d'individus, c'est-à-dire le nombre total d'individus, est extrêmement important pour débloquer certaines technologies. C'est-à-dire que vous avez besoin d'une masse critique d'individus pour rentabiliser les nouvelles technologies. Et plus on avance, et plus cette masse doit être importante parce que les investissements liés aux nouvelles technologies sont eux aussi de plus en plus coûteux. On peut prendre un exemple très simple, Starlink. Si vous pouvez vendre votre service qu'à 1 milliard d'individus au lieu des 8 milliards sur la planète, eh bien alors, envoyer des milliers, voire des dizaines de milliers de satellites pour déployer la technologie n'est plus rentable et donc personne ne développe Starlink. Voilà. Quand il y a 1 milliard d'individus sur Terre, personne ne développe Starlink parce que c'est tout simplement impossible de le rentabiliser. Et pour voir un peu les différentes échelles, c'est très simple. Pour rentabiliser un four à pain, la masse critique, c'est simplement un village de 100 habitants. Pour rentabiliser un chemin de fer, il faut des millions d'habitants. Pour rentabiliser un réseau de satellitaire simple comme le GPS, il faut déjà des centaines de millions d'individus. Et c'est pour ça que vous avez des réseaux GPS. Vous en avez quoi? Un américain, un russe, un chinois. Un Européen aussi. C'est ça. Et ensuite, pour développer un réseau satellitaire complexe comme Starlink, où là, il faut des dizaines de milliers de satellites, il faut une dizaine de milliards d'individus. Et à partir du moment où vous avez la baisse de la natalité, puis ensuite la baisse du nombre d'individus sur Terre, nécessairement, les technologies futures sont de plus en plus difficilement débloquables et le progrès cesse d'accélérer. Donc ça, c'est un peu le problème qui fait poindre l'idée que la fenêtre de tir pour accélérer est réduite. Et c'est pour ça que les anti-croissantistes, ce sont des criminels, en fait, de la civilisation et de l'humanité. Je sais pas si je sais pas si on peut le dire comme ça, mais en tout cas, on peut discuter de la possibilité, si c'est réaliste ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu crées l'idée que c'est pas possible, alors tu bloques tes chances que ça le devienne, quoi qu'il arrive, quoi. Donc, dans tous les cas, il vaut mieux être optimiste. Mais je pense que c'est quand même valable de se dire, ouais, mais est-ce que c'est réaliste? Tu vois, j'entends les gens, Musk, qui dit ouais, la singularité arrivera dans 10 ans, donc ils sont tout à fait d'accord sur les dates. Enfin, il pas de la singularité, mais il parle de l'AGI. Oui, l'idée dans mon propos, c'est plutôt de dire plus on attend, plus ça va être compliqué, donc il faut se bouger le cul, c'est maintenant. Ouais. Mais en gros, s'il y a effectivement la singularité dans 10 ans, il n'y a pas de problème alors en réalité, quoi. Mais je suis pas certain que ce soit le cas, tout simplement, quoi. En fait, si je synthétise la double problématique de la dénatalité que tu as que tu as illustré, Nîmes, puis celle qui a été illustrée par Jean, c'est qu'en gros, déjà, c'est qu'il y a la courbe de Gauss, et donc il y a une quantité de génie définie par population, qui est proportionnelle, que du coup, s'il y a moins de gens, mécaniquement, il y a moins de génie aussi. Du coup, s'il y a moins de génie, ce qui était illustré dans l'exemple d'une population limitée sur un territoire réduit, etc., et du coup, il y avait un plafond technologique. Parce que sans une quantité de génie définie, on ne peut pas développer ces technologies. Mais en plus, au-delà de ça, s'il n'y a pas assez de consommateurs pour rentabiliser les innovations des génies, en fait, les génies, il n'y a pas d'incitation à ce que ces génies développent ces technologies de tout. Quand bien même ils existeraient en réalité. Donc il y a une double problématique. Ouais. Et du coup, je pense qu'on pourrait la réduire vous savez, Peter Thiel, il aime bien utiliser ces petits matrices avec 2 variables. Et là, j'apprends que ce à quoi on aboutit, quoi, c'est que donc, soit on a un développement technologique qui continue,
soit il s'arrête, et soit ça conduit vers plus de centralisation, donc ce qu'on a appelé le mondialisme quelque part, quoi, un monde plus unifié, ou soit plus de décentralisation, quoi, si on devait le résumer. Comment il voit la chose, Peter Thiel, pour les deux modèles de centralisation et de décentralisation? Ah non, mais lui, il ne dit pas comme ça, mais je parle juste de... D'accord. Il utilise tout le temps ces petites matrices avec deux absolument. entrées, quoi, où il dit, voilà, tu finis avec 4 options, quoi, parce que les deux se croisent, quoi. Et donc, je réutilise la forme, pas le fond, mais la forme. Mais en fait, tu reviens un peu sur le fond, parce que Peter Thiel, lui, il proposait ses voies pour l'avenir qu'il envisageait. Et la première, c'était le modèle chinois, donc une IA qui contrôle la population. Et donc ça se rapproche plus de l'option de centralisation. Donc on a la technologie, on continue à avoir le développement technologique, et ça conduit à plus de centralisation et plus de contrôle. L'autre option, ce serait donc l'inverse. La technologie s'arrête et du coup, de facto, on a une décentralisation parce que il y a besoin de technologie pour contrôler le monde entier, quoi. Si tu n'as plus de technologie, tu vas tout de suite vers la localité. C'est un peu le rêve des écolos, quoi, mais je ne crois pas que ça se passerait comme ils le souhaitent. S'il n'y a plus de technologie, on retombe dans une féodalité pure, quoi. Donc ça enlève une des possibilités. L'autre possibilité, c'est la centralisation sans progrès, mais je ne crois pas que ce soit possible, tout simplement, quoi. Et donc une option plus souhaitable, parce que donc là, si je raccroche ça à ce que Peter Thiel dit, donc la première, c'est la Chine. La deuxième, donc plus de progrès, une décentralisation, c'est un peu le modèle écolo de la localité. Et après, il disait, sinon, il y a l'islam, quoi. Donc, l'islam, ce serait un peu la centralisation sans progrès, quoi. Même si l'islam en lui-même n'est pas... quelque part, ça rejoint cette option. L'islam n'est pas centralisé, mais t'imagines, il y a une uniformisation quand même, quoi. Il y a un monde unifié par l'islam. Mais au Moyen-Âge, quoi. Et donc, Peter Thiel, il donne ces 3 options. Et la quatrième, qui est évidente quant à cette petite matrice, c'est le continuer le développement technologique, mais avec la décentralisation, j'imagine, quoi. Et ça, je ne sais pas si c'est possible. Mais c'est peut-être le plus souhaitable. Le plus souhaitable, je pense que c'est sûr, ouais. Que l'islam, oui. Que les 3 autres, en tout cas, oui, je sais pas, le modèle chinois me fait pas rêver. Ouais, moi non plus. Parce que dans le modèle chinois, lui, il soumet l'idée qu'il y a une super IA chinoise qui est communiste et qui, en fait, administre tout dans la société et totalitaire. C'est ça, oui. Et donc, à la limite, je serais plus du côté des écolos dans ce cas, tu vois, avoir une petite localité, quoi, où tu as tes traditions. Ça me paraît plus ragoûtant que les autres, quoi, Mais je pense que le coût humain derrière, il est extrêmement élevé, hein. Ils se rendent pas compte. Tu perdrais tous les hôpitaux modernes à terme. Ça serait, tu retournerais avec des taux de mortalité extrêmement élevés. Enfin, c'est vraiment pas souhaitable, hein, en vérité. Ah oui, mais pour eux, le retour à la Terre, c'est uniquement une idée, hein. Ils pensent que ils s'imaginent que c'est super. Mais si tu les mets 1 heure à travailler dans un champ, c'est terminé, hein. Donc, tous ces gens-là, une fois qu'ils seront confrontés à une vie un petit peu plus difficile, si ça arrive, je pense qu'ils changeront très très vite d'idée. Donc la question au final, c'est est-ce qu'on peut avoir un progrès technologique et une décentralisation, donc un peu plus de liberté localement? Moi, l'idée que je vais dire après, c'est que globalement, c'est quand même compliqué et que donc faut accélérer pour que, une fois que la décentralisation arrive, on ait atteint un niveau technologique suffisant pour que arrêter d'accélérer, voire décroître un petit peu, ne soit pas très problématique. Ouais, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a une notion d'urgence en fait derrière. En fait, je vais juste dire ma petite partie, mais après effectivement, c'est intéressant de se dire qu'il y a une notion d'urgence en fait à développer le maximum maintenant, plutôt que de se dire Tant ça qu'il y a va, il y a suffisamment de le gens, temps. il faut y aller, c'est ça.
Ouais, parce que en fait, dans la conclusion de Zero to One de Peter Thiel, lui, en gros, mais en même temps, tu vois, j'ai beau chercher, je me dis, je vois pas pourquoi il aurait tort. En gros, il dit s'il n'y a pas de développement technologique continu, c'est-à-dire que et c'est pas une loi de l'univers, la technologie se développe en continu. Il y a aucune raison que voilà, ça peut ne pas continuer, quoi. Et en fait, il dit s'il n'y a pas de nouvelles découvertes à l'avenir, donc en fait, des découvertes permettent aussi de comment dire, d'exploiter de nouvelles ressources. Des ressources qui, jusque-là, étaient considérées, enfin, ça existait, ces choses-là, mais on les considérait pas comme des ressources utiles. Par exemple, l'uranium, il y a, je dis n'importe quoi, 3 siècles, tout le monde s'en foutait. Et en fait, s'il n'y a pas de nouvelles technologies, donc de l'intérêt pour de nouvelles ressources, en fait, il y a une uniformisation du monde au niveau technologique, c'est-à-dire que les pays émergents, au bout d'un moment, vont bien finir par rattraper les pays développés, puisque ces derniers n'avanceront plus. Et en fait, il y aura une demande mondiale pour les mêmes ressources qui va croître, et ce qui fait que l'offre, soit elle va diminuer, soit elle restera stable, mais la demande va faire qu'augmenter. Donc en fait, les prix vont exploser et il va y avoir en fait, la notion de conflit va devenir, le bénéfice-risque va devenir de plus en plus intéressant, et donc il y a une plus grande incitation au conflit, sauf que à une époque de l'armement nucléaire, en fait, ça signifie la fin du monde. Et donc, s'il n'y a pas de nouvelles technologies, la finalité, c'est que juste on finit tous dans un hiver nucléaire. Et en fait, comme dit précédemment, c'est que les pays développés sont touchés par la baisse de la natalité, donc ça induit une baisse quantitative des génies dans le monde. Mais en fait, moi je m'étais dit, peut-être qu'avec du tri embryonnaire, on peut découpler cette notion de quantité et qualité. Mais j'avais pas pensé au fait que, effectivement, s'il n'y a pas une incitation par le nombre à la consommation et donc à rentabiliser des technologies qui sont très lourdes en termes de financement à développer, en fait, effectivement, même les génies en fait, n'auront pas d'incitation à développer ces technologies. Donc, j'avais pas pensé à ce facteur et effectivement, le tri embryonnaire ne peut pas en lui-même régler toute la question de la dénatalité. Non, Donc comme en fait, comme tu pour disais, Peter c'est sur le Thiel, la singularité technologique, si tu veux, n'est pas un choix, quoi. Faut y aller, c'est une question de vie ou de mort pour l'espèce entière. Non, oui, tout à fait. C'est intéressant cette notion de le progrès technique comme méthode pour diversifier les ressources. Enfin, Ouais. c'est-à-dire, ça, j'y avais jamais pensé, quoi. Parce que c'est vrai que s'il n'y avait pas eu de progrès technique, on serait encore tous. Enfin, si le progrès technique s'était arrêté il y a un siècle, on serait encore tous au charbon. Et Ouais, exactement. Et le prix du charbon serait à 1 milliard et en fait, on on serait serait dans en des train de se tranchées. battre pour Exactement. récupérer les mines, les gisements de charbon du voisin parce qu'on n'a pas d'alternative à aller chercher. Ouais, Et, c'est ça, on se mettrait des grands coups de baïonnette toute la journée parce que il y a 3 mines qui restent dans toute l'Europe et que faut se les choper, quoi. intéressant. Ouais, c'est très intéressant. Après, pour le quantitatif, moi je pense que ce qui pourrait éventuellement compenser, ça serait la technologie elle-même. Ça serait soit une singularité technico-politique, c'est-à-dire que par exemple les Chinois se mettent à développer l'utérus artificiel et qui fassent des bébés en masse, ou que le techno-capital arrive à être lui-même, vraiment productif et incité, et qui permettrait au génie de se rentabiliser, mais avec le techno-capital, en fait. Ouais, moi je vais en parler un petit peu après. Mais globalement, toutes les technologies de singularité, comme l'utérus artificiel ou plein d'autres, qui pourraient inverser totalement la vapeur, en réalité, elles sont quand même. C'est pas avec un claquement de doigts qu'on va y arriver. Hein. C'est l'idée théorique. On se dit finalement, c'est peut-être pas si compliqué, mais en réalité, tout le problème, c'est la pratique. Et en réalité, c'est pas du tout, si on met pas un coup de boost, c'est pas du tout certain que d'ici 20 à 30 ans, ces technologies seront débloquées. Come gather around, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accepted that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, for the times they are a-changing. Come right
senators and critics who prophesize with your pen. Keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win. For the times they are changing. Come senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. And the battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are changing. Come mothers and fathers throughout the lands, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend a hand. For the times they are changing. The line it is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be last, and the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times they are changing. Et ouais, donc jusque-là, bah, j'ai été quand même, on a été, enfin pour ma part, un petit peu défaitiste. D'autant plus que bah, à peu près toutes les tentatives par certains États pour relancer la natalité échouent. Généralement, hein, même quand il y a des mesures incitatives fortes, ça marche pour quelques années, mais ensuite, il y a comme qui dirait une espèce de baisse tendancielle assez inéluctable et terrifiante pour tous les pays suffisamment urbanisés et suffisamment riches. Et maintenant, même les pays en développement qui ne sont pas forcément très riches souffrent aussi petit à petit de cette dénatalité, avec une accélération ces dernières années qui est assez étonnante, hein, avec, si je me souviens bien, tu avais l'exemple de l'Iran ou d'autres pays où d'un seul coup, en fait, des pays qui étaient avec un très fort taux de natalité parce que c'était des pays en développement assez religieux, etc. Et ces 5 dernières années, ces 10 dernières années, le taux de natalité s'est effondré et s'est drastiquement rapproché des pays développés. Donc c'est assez terrifiant. Et globalement, bah, on en a parlé, hein, c'est que une des seules manières de contrebalancer cette baisse de natalité, ce serait d'augmenter la productivité par un facteur si important que la baisse du nombre d'êtres humains ne serait pas un énorme problème et qu'on pourrait continuer à produire plus de richesses ou au moins autant de richesses avec moins d'êtres humains. Donc, en particulier, on pense évidemment à l'intelligence artificielle ou à la robotique, hein, qui font croire à la possibilité à court terme d'une solution technologique. Mais bon, comme je viens de le dire, il faut quand même des technologies très avancées qui peut-être qui nous prendra quand même un certain temps et en tout cas des milliards et des milliards à développer, hein. C'est-à-dire qu'il faudrait une intelligence artificielle de niveau quasi humain, pas juste un chat GPT qui peut traduire des textes en anglais. Il faudrait des robots capables de faire presque toutes les tâches humaines, pas juste des robots ultra spécialisés dans des chaînes d'assemblement. Il faudrait en termes d'énergie, carrément développer
la fusion nucléaire ou, comme l'a dit Lino, pour régler directement la dénatalité des utérus artificiels. Et donc pour l'instant, hein, c'est vrai que quand on voit les développements récents de l'IA et de la robotique, on se dit avec là le premier robot ménager qui est sorti là pour $20 000, je crois. Bon, c'est les balbutiements, mais on se dit que finalement, ces deux choses-là, l'IA et les robots, c'est peut-être les deux premières choses, les deux premières singularités qui peut-être sont touchables du doigt dans les prochaines décennies. Et donc, ça met un petit peu d'optimisme dans mon propos. Et juste pour ajouter sur l'optimisme, ça pourrait aussi, comment dirais-je, rassurer certains doomers, les doomers anti-IA, surtout ceux qui disent « Ah, elles volent notre travail, on va perdre notre job ». Mais non, heureusement que l'IA arrive, parce qu'on voilà, on va rentrer dans une dénatalité tellement forte que heureusement que ça sera là pour maintenir la civilisation, et on n'est même pas sûr que ça puisse compenser toute la perte de job, toute la perte de bras qui sera indue par la dénatalité. Donc c'est un argument, en fait, à titre individuel, c'est pas si mal en vérité. Oui, c'est ça, c'est que de toute façon, il n'y a pas le choix. C'est qu'il faut ça pour résoudre le problème. Et si tu refuses les nouvelles technologies en soi, bon, bah, dans ce cas-là, la dénatalité va dégommer tout ton système de toute manière. Oui, mais on se posait la question, une question qui n'est pas forcément répondue, quoi, de savoir si donc, cette anti-singularité biologique était le fruit de la singularité technologique. Donc, si on dit que la solution, c'est plus de technologie, parce qu'il y a un problème de dénatalité et donc d'un biocapital qui se délite, je ne suis pas certain que plus de technologie soit la solution pour ce problème. Ou alors, il faut accepter que la technologie, c'est un changement de paradigme qui doit dépasser l'humain et que l'humain n'est plus dans l'équation. Ce n'est pas la question qui doit se poser. Ouais. Non, mais... Ouais, mais Ah oui. moi, j'ai quand même l'impression que les technologies... Enfin, moi, c'est mon sentiment que les technologies qui permettraient vraiment de se dépasser de l'humanité et de se passer des humains, en fait, moi, je pense qu'on va pas les avoir. On va pas les avoir. C'est-à-dire qu'on va quand même réussir à avoir des technologies très bien pour très bien vivre, y compris quand la baisse de la natalité aura fait suffisamment son chemin pour détruire un petit peu la civilisation, mais qu'on va quand même vivre bien parce qu'on aura toujours plein d'énergie en abondance. Et donc, il n'y aura pas trop de problèmes. Je suis désolé, mais j'ai l'impression que tu me décris le dernier homme. On aura encore le confort et tout ça, mais ça ne règle pas le problème. Si la perte c'est parce qu'ensuite, l'idée, c'est quand même qu'une fois que la dénatalité a fait son chemin et qu'il y a beaucoup moins d'humains, c'est juste une grande respiration, en fait. Et c'est qu'une fois que les cités se sont un petit peu vidées, eh bien, tu as le cycle démographique qui repart et qui reprend son cours. Un peu l'idée du feu de forêt, hein, c'est qu'il faut de temps en temps des feux de forêt et ensuite, il y a plus d'espace pour plus d'arbres qui poussent et ça repart. Ouais, mais ça repartirait d'un niveau plus bas, alors. Bien plus bas. Oui, ça repart, pas du pic, mais plus le pic est haut, et plus en relatif, on repart de haut quand même. Donc, en fait, le problème que j'ai avec ça, c'est que ça veut dire que le but, c'est quand même de se développer technologiquement, de développer la technologie, quoi. Mais si on la développe, ça nous détruit et ça nous fait redescendre plus bas. Mais il faut qu'on la développe de façon extrêmement élevée, parce que comme ça, on tombe moins bas pour pouvoir la redévelopper de façon extrêmement élevée. Mais pourquoi ? Pour retourner au final, quoi. Moi, je dirais que ça dépend si on atteint la singularité.
Vraiment, si on atteint la singularité, ça change tout et on ne sait pas ce qui se passe. Bah voilà, c'est ça quoi. Mais Et donc et- le et but doit être la singularité. Là, tu poses Ouais. le but comme la singularité, mais la singularité, il n'y a plus d'humain quoi. Je veux dire, Bah, t'as une- en vérité, on ne sait pas. On sait pas. Moi, la singularité, c'est un point mathématique où les règles s'abolissent et tu sais pas. mais il y a Après, plus je- besoin. Il n'y a plus besoin d'humain. Ah, tu sais pas s'il faut. Enfin, moi, je sais pas. Parce que s'il faut, tu vois, par exemple, la conscience. La conscience, elle est pas atteignable par la machine. Peut-être qu'elle aura besoin de nous pour être un substitut de conscience. Toi, c'est totalement. C'est un peu fantaisiste ce que je dis, mais. Ah bah, Ou sinon, attends, s'il faut, ils vont nous aimer comme, non, mais- comme on aime nos chiens, Moi- tu vois. Ou... Ouais, D'accord, moi, mais c'est un problème, je te dirais plutôt, Nîmes, bah, il y a de l'ADN et tout un nouveau stade de plus d'efficacité pour ancrer de l'information. Pourtant, l'ARN continue à exister, si tu veux. Ouais. C'est bien ça. Et son rôle est extrêmement limité. Et maintenant. minoré, ah bah ça c'est clair. Ouais. Mais Donc, c'est- après, faut voir comment on l'accepte en fait. Mais Est-ce ça, que ça, je l'entends, quoi. Ça, c'est ce que je mets en avant dans mon livre, d'ailleurs, je le dis, ça. Ouais, j'aime pas Mais- trop ça, ça me fait penser aux idées de Gary Eppi, comme quoi les humains finiront uniquement comme des Bah, des c'est supports exactement ça, oui. pour Ah, se moi, mettre à je le donner je le des dirais pas comme ça. Bah, Ok, je m'appuie sur la imaginons- réalité pour rebondir, oui, mais Ok, imaginons c'est il y la a la question que je singularité. Il y a la singularité, il y a une intelligence extraordinaire. Elle part dans l'espace faire sa vie et faire des choses qui dépassent complètement notre entendement. Et nous sommes plus que des fourmis à ses yeux. Bah, on est toujours sur la Terre. Et en fait, c'est pas parce qu'il y a il y a eu le développement de mammifères supérieurs que ça a fondamentalement changé la vie de micro-organismes. En fait, les micro-organismes ont continué à faire ce qu'ils font et les mammifères supérieurs sont partis faire autre chose en fait. Et donc, moi, je pense que ce sera pareil. Juste, on sera dans notre sur Terre et dans notre galaxie, etc. Et c'est sûr, on partira pas dans le cosmos faire des choses incroyables à des milliards d'années-lumière, ce que pourrait faire une intelligence supérieure. Mais en L'être fait, humain, c'est sûr. je Biologiquement, suis c'est pas sûr. sûr que, en gros, nous, ça nous change Impossible. grand-chose en fait en tant qu'espèce. Ouais, je suis plutôt d'accord avec ça, quoi, mais du coup, ça pose la question différemment. Puisque tu poses un peu comme le but de l'homme d'arriver à la singularité, quoi qu'il arrive, quoi. Donc la question de la natalité est moindre. Tu vois. Si on atteint la singularité dans 10 ans, comme ils le disent, alors à quoi Ah bon oui, je vois ce que tu veux dire. Hmm. Je vois ce que tu... Ah oui, ok. Donc, en gros, c'est... Si l'objectif, c'est d'atteindre la singularité, et que, bah, elle est atteinte, ça veut dire que notre déclin, quelque part, bon, bah, on s'en fiche un peu, c'est ça un peu l'idée? Bah oui, quelque part, c'est ça, quoi. Ok. C'est Dans le rôle on aura rempli notre rôle cosmique dans l'univers et Ah ouais. Bah, Ah, c'est difficile en comme gros, question. c'est pour ça que je parle de changement de paradigme, c'est que est-ce que notre rôle, c'est d'arriver à ce changement de paradigme, et après, effectivement, il y aura encore des humains, tu vois, de la même façon qu'il y a des fourmis aujourd'hui, quoi, un humain peut regarder les fourmis, et elles ont leur petite vie, tu vois, donc il pourrait, oui, avoir une forme de vie supérieure, et on serait encore là, mais on aurait permis d'atteindre ce changement de paradigme. Donc, est-ce que la civilisation est un moyen d'atteindre ce changement de paradigme, ou est-ce que c'est l'apogée d'une culture et qu'elle finit toujours dans le déclin, tu vois, et qu'il y a des cycles qui reviennent tout le temps, quoi. C'est un peu la question que je mets en avant. Dans ce cas-là, si on atteint un sommet technologique et qu'on redescend, alors peut-être que oui, on va vouloir remonter, mais le but, c'est le confort. Et donc, c'est ce que j'appelle le dernier homme nietzschéen, quoi. C'est qu'on cherche toujours à simplement avoir le confort. Ou alors, est-ce qu'il peut y avoir un autre but plus grand pour nous? Et ça, je n'ai pas la réponse, en fait, quoi. mais ça peut être la conjonction des deux. Hein. Au milieu de tous ces cycles, en cherchant le confort, on pourrait faire émerger la singularité. Oui, ça, je l'entends. Mais une fois qu'elle est là, Ah bah une fois qu'elle est là, oui, ça devient compliqué. Mais après, En fait, moi je pense que avant que ça arrive, on peut pas répondre à la question, à mon avis. moi, je pense que pour l'après-singularité, une notion qui va être importante, c'est que on sera les géniteurs de l'IA.
Et est-ce qu'elle aura un amour filial ou pas? Est-ce Si que elle tu a as un... quelque chose à foutre Est-ce que tu en as quelque chose à foutre des Australopithèques? Mais justement, Non, c'est la mais c'est question. ça, exactement. S'il y avait des Australopithèques, moi je suis pas sûr que s'il y avait des Australopithèques, on les exterminerait. Je pense qu'on essaierait de prendre soin d'eux un minimum parce qu'on sait que et en plus c'est oui parce qu'on sait que c'est nos ancêtres. Donc l'IA elle le sera et Mais s'il faut elle je sera dis pas bienveillante avec nous. qu'elle serait nocive, tu vois, mais est-ce que tu en aurais foncièrement quelque chose à foutre? Je suis pas sûr. Après, oui, peut-être qu'aujourd'hui, tu vois, si on faisait revenir Néandertal, on recrée un Néandertal à partir de son ADN, sûrement qu'on lui donnerait des droits comme on a donné aux Afro-Africains, aux Afro-Américains. Désolé de t'avoir exterminé. Bah, je pense que tout dépendra de si on est en compétition avec elle pour les ressources, avec l'idée qu'elle nous traitera un peu comme on traite les animaux. C'est-à-dire que si les animaux sont en concurrence pour les ressources avec nous, alors bah, on n'a absolument aucun problème pour les zigouiller parce que c'est nous d'abord. Mais qu'ensuite, une fois qu'on a un niveau technologique et de confort matériel et de ressources suffisamment élevé, les animaux ne sont plus en concurrence avec nous, alors on s'occupe d'eux et on essaye de les préserver. Bon, bah, l'IA, ce sera un peu pareil. C'est-à-dire que si on n'est pas en compétition directe avec elle, alors oui, elle peut se permettre de nous laisser tranquilles. Mais si on est en compétition pour les mêmes ressources, alors là, on sera juste des êtres inférieurs et il faudra nous zigouiller, quoi. Moi, je pense qu'on peut facilement faire un modus vivendi entre l'humanité et l'IA. Tout simplement, c'est l'IA, vous avez l'espace, le système solaire, toutes les ressources du système solaire, et comme ça, il n'y a pas de concurrence, et nous, on reste sur Terre. Et voilà, vu qu'on vous a engendré, soyez pas des rats, aidez-nous à ce qu'on s'éteigne pas. Mais je crois que la question pour nous aujourd'hui, donc indépendamment du fait qu'on puisse atteindre la singularité ou pas, c'est de savoir si la dénatalité est liée directement à la technologie. Tu vois. Parce que, du coup, si on pose comme problème la dénatalité et comme solution la technologie, ça peut pas marcher, quoi. Tu vois. Donc c'est pour ça que je dis, soit on se fixe comme but la singularité, et dans ce cas-là, on se fout de la dénatalité, soit on est condamné à mettre la natalité en premier et à reconsidérer nos conceptions de la technologie, quoi. Après, si tu estimes que il faut faire en sorte que la natalité, si ton objectif c'est la singularité, encore faut-il qu'il ne faut pas que la natalité s'effondre trop vite avant qu'on atteigne la singularité. Ne serait-ce que pour ça, déjà, dans le doute, il faut entretenir la natalité. Parce que dans les deux cas, c'est positif pour l'instant. Que ce soit pour atteindre la singularité ou pour perpétuer l'espèce humaine. Ouais, ça je peux l'entendre. Bon, là, on a bien digressé. Je propose qu'on se Non, mais c'était bien, c'était intéressant. Ouais, bien sûr. C'est de vraies discussions. Non, mais je suis bien d'accord. C'est les discussions les plus intéressantes qui soient, entre nous soit dit. Hein. Mais il y a d'autres choses intéressantes à dire. Ogjean, Ouais, on va continuer en accélérant très très vite parce que sinon l'émission va durer 3 heures. Mais je pense que quelque chose qui paraît assez évident parmi la néo-réaction, hein, c'est que globalement la démocratie ça va se terminer assez vite. Globalement, enfin moi je reprends un peu le raisonnement de Hoppe en disant que tout simplement la démocratie c'est la loi de la masse et donc c'est petit à petit l'alliance des moins productifs pour piller les plus productifs et avec une préférence temporelle toujours plus élevée, hein, c'est-à-dire que le présent importe plus que l'avenir. Et donc, il faut mieux bouffer le capital maintenant plutôt que d'investir et d'avoir plus de capital dans le futur. Et que, globalement, ce système, petit à petit, il s'auto-sclérose et qu'avec la baisse de la démographie,
des problèmes vont arriver, il va y avoir des dysfonctionnements sociaux parce que tout simplement il n'y a plus suffisamment d'humains pour produire et que la démocratie va difficilement résoudre ces problèmes à cause de la préférence pour le présent et de la loi du nombre, et que globalement, les gens vont préférer avoir des individus ou des groupes autoritaires à la tête des États pour résoudre directement les problèmes. C'est plus simplement ce qu'on appelle le césarisme. Et c'est exactement ce qu'on voit aux États-Unis. Hein. C'est-à-dire que la démocratie a été incapable de résoudre des problèmes quand même relativement simples comme l'immigration illégale ou les drogues, etc. Ou même Bukele. Hein. Et donc, quand il y a trop de problèmes, de toute façon, on veut un gars qui résout les problèmes et tout le reste, on s'en fout. Et les gens sont tout à fait... préfèrent avoir la tyrannie avec la sécurité et les problèmes principaux réglés plutôt que la démocratie et le bordel, et que la démocratie tend vers le bordel et que la dénatalité va entraîner le bordel et que donc il va y avoir un retour des hommes forts pour régler ces problèmes et que globalement, pour résoudre les problèmes, il va falloir recentraliser le pouvoir qui a été dilué énormément par la démocratie dans tout un tas de petites institutions qui, en fin de compte, deviennent incompétentes et incapables, et qu'on va d'abord vers une phase de recentralisation et d'autoritarisme pour après retourner très vite vers une décentralisation et une sorte de techno-féodalisme. Mais peut-être si vous avez des commentaires sur ce que je viens de dire en accélérant, parce que... Ouais, j'en ai deux. Premièrement, tu parlais d'Hans-Hermann Hoppe. Très rapidement, je vous invite à regarder la vidéo d'Egonon sur Hans-Hermann Hoppe. Ouais, elle est très bien. Vraiment, elle est excellente. Très très bien. Egonon, le GOAT, il est trop fort. C'est vraiment bien ce qu'il fait. Et là, tout ce que tu montres, la sclérose démocratique, l'impossibilité de régler des problèmes, le tout saupoudré par la dénatalité, il y a un sujet qui illustre parfaitement ça, on en a parlé, c'est les retraites. Le système des retraites en France. Hein. Le système des retraites en France, on le voit très bien avec ce qui se passe actuellement, c'est irrésolvable d'un point de vue démocratique. C'est impossible. C'est impossible parce qu'il y a la masse des boomers qui est le sélectorat, comme le dit Philippe Fabrique, donc qui est ce qui permet de gagner chaque élection, qui ne voudra jamais mettre fin à son système de rente et de pillage intergénérationnel. Pourtant, il va bien falloir que ça s'arrête parce que depuis le 2017, sur les 1000 milliards de dettes qu'on a accumulées, il y a 500 milliards, c'est juste le système des retraites, le déficit des systèmes de retraite. Donc, tout le système s'effondre à cause de ce truc-là, et tu vois que les boomers ne veulent pas. J'ai encore vu hier une vidéo d'une petite vieille qui faisait un débat avec sur Alcéïd, c'est les espèces de débats nouveaux qu'il y a où il laisse parler les gens. La vieille, elle disait « Je veux qu'il y ait une guerre », juste parce qu'il y a un mec qui disait « Faut vous gratter 3 € de retraite ». Ils sont pas du tout capables d'accepter ça. Oui, donc à un moment donné, il y aura un mec il y aura un mec fort qui dira bon bah voilà, c'est terminé, on fait comme ça, et le nombre ne suffit plus à prendre les décisions parce que le nombre prend des décisions mauvaises. Voilà. Ouais, qui est mauvaise vraiment mauvaise pour la civilisation. Et peut-être, on va continuer d'avancer. Avec une interrogation si est-ce que lors du cycle de décivilisation, est-ce que ce sont les religieux, les ruraux et les enracinés qui finissent par gagner puisque, alors là-dessus, je me base sur des études génétiques qui sont quand même très récentes, donc c'est à mettre avec des pincettes, mais globalement, l'idée, c'est que quand on fait des analyses génétiques sur les grandes cités romaines,
à l'apogée de l'Empire romain, on se rend compte qu'elles sont assez cosmopolites, c'est-à-dire que vous avez des gens qui ne sont pas romains et des gens qui ne sont pas italiens, et en grande proportion, hein. Il y avait une étude à Pompaï qui a montré que sur les 5 personnes dont ils ont réussi à retrouver de l'ADN, en fait, les 5 avaient tous des origines du pourtour méditerranéen, et donc n'étaient pas purement d'origine romaine, italienne, mais que par la suite, d'autres études génétiques au haut Moyen-Âge confirment qu'en fait, la population italienne a une extrêmement forte continuité avec les populations italiennes de l'âge du bronze. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que comme les villes stérilisent les individus et que l'immigration et le cosmopolitisme, en fait, ça se concentre dans les villes, lorsque on passe dans la phase de décivilisation où la population diminue, en fait, c'est la population des villes qui disparaît et la civilisation et la natalité reprend dans les campagnes. Et donc, en fait, le substrat génétique italien est resté quasiment inchangé depuis l'âge du bronze, et c'est le cas probablement aussi en France et dans la plupart des pays européens de l'Ouest, parce que tout simplement la décivilisation zigouille tous ceux qui sont en ville, et ce sont les enracinés, les ruraux qui reprennent ensuite la natalité une fois que la civilisation s'est effondrée. Et aussi un petit insert à propos des religieux, avec l'exemple des Amish ou des Ménonites qui font 7 enfants par femme, et que, alors il y a des projections comme ils font 6 à 7 enfants par femme, ça fait une projection géométrique où les types dans 200 ans ils sont 50 milliards. C'est ça le vrai grand remplacement, les mecs. C'est ça, mais ça, moi, j'y crois moyennement, parce qu'en fait, l'exponentiel, ça fonctionne à 1 ou 2% de croissance. C'est ce qu'on a fait historiquement en croissance économique, mais ça ne fonctionne pas avec des multiplications par 6 ou 7 à chaque génération, puisque il arrive à un moment donné où il y a tout simplement plus d'espace ou plus de ressources, parce que là, l'exponentiel est vraiment beaucoup, beaucoup trop rapide, et que globalement, ces communautés, il arrivera à un moment donné où ils manqueront soit de place, soit de ressources, ou tout simplement le fait qu'ils soient si nombreux, en fait, ils auront moins de contrôle sur les individus, et donc ils cesseront d'être aussi religieux et d'avoir autant d'enfants, tout simplement. Donc, Après, ça joint la dénatalité. S'il y a une dénatalité, ça libère de l'espace et qu'eux, ils peuvent combler en partie. Donc ça peut... C'est ça, aussi quand même. Donc le retour du religieux, moi j'y crois un peu, mais bon, faut pas penser que c'est ça va être un mouvement plus global et diffus que juste quelques communautés d'acharnés qui vont repeupler la Terre à eux seuls, quoi, j'imagine. Ce que décrit Lino ici, parce que Lino, tu dis que ça serait un moyen de faire en sorte que notre dénatalité soit moins importante. En fait, ce que tu dis, c'est que c'est du fuel pour la technologie, quoi. C'est que ces religieux viennent porter le nouveau fuel dont tu as besoin de la technologie pour se développer, quoi. C'est des cellules souches. C'est ça. En fait, moi, j'ai utilisé cette comparaison des cellules souches. Je crois que c'était les Amish aussi aux États-Unis, où j'avais vu un thread sur Twitter. Je crois que c'était Pierre Marisseff qui l'avait posté. Et en fait, ce qu'il montrait, c'est que il y avait une forte natalité, et que 50% des enfants quittaient la communauté et rejoignaient la société civile américaine, et 50% restaient et refaisaient, 150 bébés. Et du coup, il y avait cette idée de cellules souches, où en fait, les cellules souches, que ce soit hématopoïétiques ou les cellules souches embryonnaires, peu importe, en gros, elles ont une capacité d'auto-renouvellement. Et en fait, elles font 2 cellules filles, et il y a une cellule fille qui va partir se différencier dans une cellule X ou Y, musculaire, un neurone, n'importe, peu importe, et l'autre qui reste en fait dans la niche pour renouveler le stock, en fait. Et du coup, il y avait cette idée que... en tout cas, il me faisait penser à ça, les Amish, à des cellules souches en fait qui venaient combler le manque réalisé par le reste de la société américaine, quoi. Mais effectivement, ça faisait en fait, quand on y pense maintenant dans la conversation, c'est du fuel, c'est du pétrole pour alimenter la machine, quoi.
Ouais, c'est intéressant. Donc, les campagnes sont des cellules souches et les Amish sont des cellules souches ultra dynamiques. Ouais, c'est ça. Exactement. Et ça dure depuis assez longtemps, les Amish. C'est pas un phénomène récent. Je regarde, je vois 1693, la fondation. Donc, ça dure depuis 3 siècles. Donc, je pense pas que ça disparaîtra de sitôt et qu'ils ont une vraie structure qui tient dans le temps. Du coup. Mais si je me trompe pas, c'est effectivement, il y a aussi une idée d'un lifestyle avec un rejet d'un certain niveau de technologie quand même. Ah bah oui, ils ont pas de Bah oui. voiture, ils roulent Ah bah en, voilà, donc, en ouais, carrosse, ça fait tu sens. sais. Mais c'est ça qui fait qu'ils ont une natalité aussi élevée, puisque Ouais. les religieux qui acceptent la technologie n'ont pas du tout la même natalité. Et c'est bien le fait que quand tu as accès au confort, à la technologie, etc., ton coût d'opportunité des enfants augmente, hein, tout simplement. Si tu n'as rien à foutre de ta journée parce que... alors je crois qu'ils ont l'électricité quand même, les Amish, mais si tu n'as pas d'ordinateur, pas de télé, et que tu peux juste jouer avec tes voisins et ta famille, t'as que ça à foutre de faire des gosses, quoi. C'est un peu... Et Mais du ils coup, laissent en les- Israël, c'est pareil. Ouais. Je sais plus comment ils s'appellent, les communautés. En plus, des communautés extrêmes. Et en plus, eux, ils sont exonérés de service militaire. Donc, Ah ce qui ouais. les incite encore plus à Les faire orthodoxes, d'enfants. ouais. Ouais. Les juifs orthodoxes. Ouais. Sur les Amish, en fait, donc ils les autorisent, même ils les encouragent à aller voir ailleurs, donc la société civile, je veux dire, ou la technologie. Ouais, pendant 1 an. Et puis ils ont le choix, en fait. Ils peuvent décider de partir. Ah, je savais pas ça. Si, pendant 1 an, en gros, je sais plus, c'est à 16 ans ou 18 ans, ils ont le droit de partir pendant 1 an, faire le tour des États-Unis avec la technologie. Et ensuite, au bout de 1 an, ils doivent choisir définitivement s'ils restent dans la communauté ou si ils partent. Oh, la violence, quand même. Ça doit vraiment être super dur, quoi. Ouais. Et donc pour terminer un peu ma partie, ouais, donc j'ai déjà dit un peu, mais d'abord un phénomène de centralisation, puis ensuite l'éclatement. Donc avec le manque d'êtres humains, en fait le premier processus, c'est vraiment la centralisation dans quelques grandes villes, puisqu'il n'y a plus que quelques centres qui accumulent la technologie et surtout les bassins d'emploi. Et donc vous avez une aspiration extrême de la population des campagnes vers quelques grands centres-villes. On peut penser à Tokyo, la plus grande ville du monde au Japon, hein, où là, la dénatalité est plus ancienne que chez nous. Et donc, en fait, c'est simple, hein, le pays, il y a Tokyo, ensuite, il y a 2 autres villes, et ensuite, tout le reste du pays, c'est quasiment vide, et les maisons sont à vendre pour 0, parce que de toute façon, sinon, elles ne sont pas entretenues, et elles s'effondrent les unes après les autres. Il y a une ville au Japon vous avez... qui a réglé le problème de la natalité, par contre. Une ville? Oui, Laquelle? Je sais plus comment elle s'appelle, mais et on ne sait pas en fait si c'est reproductible ou pas. Tu peux le faire ailleurs parce qu'ils ont mis en place des politiques qui favorisent la natalité et ça marche. Et leur niveau est plus élevé, mais on ne sait pas si c'est parce que ça fait venir des gens des autres villes autour qui veulent avoir des enfants ou si c'est parce que ce sont les locaux qui du coup ont plus d'enfants grâce à ces politiques. Mais ça marche au moins à ce niveau. Un petit espoir. Et donc, en fait, ce qu'il faut avoir à l'idée, c'est que dans ces campagnes japonaises, il y a quand même des dysfonctionnements. C'est-à-dire que vous n'avez pas de main-d'œuvre. Si vous voulez avoir un service, vous trouvez très difficilement la main-d'œuvre, tout simplement parce qu'il n'y a personne. Et il arrive un moment où la dénatalité a tellement fait son chemin qu'en fait, même dans les grands centres-villes qui ont aspiré toute la population, eh bien, les dysfonctionnements apparaissent puisque vous n'avez pas assez de population pour travailler et servir les besoins de la dite population. Et petit à petit, le ratio bénéfice-risque d'aller en ville devient de plus en plus négatif puisque la ville dysfonctionne. Et petit à petit, la population de la ville des dernières grandes villes diminue. Et là, c'est véritablement le phénomène de décivilisation avec les gens qui repartent dans les campagnes
parce que les villes sont devenues tellement dysfonctionnelles, insalubres et avec des taux de criminalité trop élevés que finalement, rester dans sa campagne, c'est avoir un niveau de vie plus satisfaisant. Et là, véritablement, c'est la brisure de la mise en réseau des individus. Et c'est ça la fin de la civilisation, jusqu'à ce qu'en fait, il ne reste plus que des petites villes qui sont grandement séparées les unes des autres. En gros, l'idée, c'est que les voies de communication, qu'elles soient physiques comme les routes ou maintenant dématérialisées comme l'Internet, fonctionnent de moins en moins bien et que, en fait, entre les dernières villes existantes, eh bien, la communication se fait difficilement. C'est un peu l'idée de ce qui s'est passé simplement au Moyen-Âge avec les cités-États. Vous avez quelques cités qui arrivent à se maintenir et tout autour, vous avez des campagnes où le coût de transiter d'une cité à l'autre est relativement élevé puisque vous avez des bandes d'écorcheurs sur les routes et que donc il faut payer de la sécurité. Et on peut penser comme ça avec des câbles sous-marins, par exemple pour l'Internet, qui serait sectionné, ce qui ferait que l'Internet serait régionalisé, ce qui est déjà un peu le cas, hein, par exemple en Russie ou en Chine, avec des Internets largement régionaux pour certains services. Mais on peut penser à des choses comme ça de manière plus globale. Et plus globalement, et ensuite, généralement, cette phase de fuite des campagnes entraîne la chute des États avec des nouveaux États plus petits à l'échelle des cités qui se réorganisent avec une privatisation de l'État et le lien vers le techno-féodalisme avec des cités-États privées. Et la différence avec le Moyen-Âge étant évidemment que cette fois-ci, ces cités-États ne partent pas du niveau technologique de l'Antiquité, mais partent du niveau technologique de maintenant, et que donc ces cités-États peuvent tout à fait avoir chacune une centrale nucléaire, quelques avions de chasse, des centrales d'épuration qui fonctionnent, et si on accélère suffisamment, même quelques robots et une intelligence artificielle locale qui fait fonctionner la machine. Donc c'est un peu ça, moi, mon idée du techno-féodalisme et de comment est-ce qu'il se mettrait en place petit à petit, d'où le besoin d'accélérer pour que, une fois que ça pète, les dernières cités-États seront quand même, on sera quand même tranquille, et ensuite la natalité reprendra dans les campagnes tranquillement également, et puis on pourra repartir pour un tour. Ouais, je me permets d'enchaîner sur le techno-féodalisme. Je vais enjamber le passage que j'avais prévu sur le network state, puisqu'on n'a pas le temps, bien que ce soit intéressant. Et oui, donc je rejoins aussi ta vision du techno-féodalisme. Je vais juste la compléter avec quelques petits points. C'est que ça rejoint l'idée aussi de la NRX, du roi CEO. Et comme tu disais, donc il y aura très probablement une refragmentation du pouvoir et ça s'accompagnerait, je pense, avec le fait qu'il y a des nouveaux oligarques technologiques qui se mettent à apparaître, et ça combiné avec la prise d'autonomie de plus en plus grande des entreprises de la tech, on peut très facilement imaginer des territoires où leur souveraineté, leur force serait basée sur la technologie, des îlots technologiques qui auraient réussi à se préserver, des endroits qui posséderaient leurs propres serveurs, des centrales, des drones, des propres IA, leurs propres IA, des flottes de sécurité sécurisées, et avec ses propres capacités d'État, ses règles internes, son propre droit, sa propre monnaie, ses lois, ses propres tribunaux. Le tout adossé, comme je disais, à la technologie. Donc on peut penser à des crypto-monnaies locales, par exemple, à des droits locaux, et ça rejoindrait des formes beaucoup plus anciennes
et plus incarné de pouvoir, plus personnalisé, plus local, plus assumé. Et après, ce qui est intéressant aussi de constater, c'est que je pense aussi que, comme au Moyen-Âge, les grandes structures supranationales continueront d'exister. Au Moyen-Âge, tu avais le Saint-Empire germanique, c'était les. Alors, c'était pas les 1000 Liechtenstein, il n'y en avait pas 1000, mais il devait y en avoir 200, 300 micro-territoires qui existaient, mais tu avais quand même le Saint-Empire par-dessus, et où il y avait le royaume de France qui était quand même très très éclaté, mais il y avait toujours la royauté par-dessus ça, tu avais l'église, donc tu avais quand même des superstructures qui continuaient à exister malgré tout, mais qui étaient plus lâches, qui existaient par-dessus ce maillage. Et je pense que ces grandes structures actuelles, ça serait les USA, la Chine, l'Union européenne, et que ça continuerait à exister, et en dessous, tu aurais les seigneurs locaux, les Peter Thiel, avec Palantir, les Musk, et tout ce genre de personnes. Vous voulez ajouter quelque chose, Nîmes? Tu voulais ajouter quelque chose sur le technoféodalisme? Ben oui, en fait, le problème, c'est que tu l'as pas mis en avant, parce que tu avais préparé un petit texte où tu avais parlé exactement de quelques exemples. Donc, tu parlais Oui. de Hong Kong, Singapour, Andorre, Liechtenstein et Monaco. Ouais. Quelles sont les innovations technologiques qui sont sorties de ces endroits? Tu me poses la question? Oui. Alors, en fait, j'ai fait un truc pêle-mêle. En vérité, tu as des territoires anciens qui ont réussi à prospérer, qui ont réussi à se maintenir dans le temps. Donc, Monaco, Andorre. Et d'un côté, des territoires plus technologiques comme Hong Kong et Singapour. Donc, en vérité, il faudrait séparer en deux. Et oui, là où il y a eu vraiment plutôt des innovations technologiques, c'est à Hong Kong et à Singapour. Lesquelles grandes innovations technologiques sont sorties de Hong Kong et Singapour? Tu vois, le système bancaire mondial actuel, il doit beaucoup quand même à Hong Kong avec HSBC, par exemple. Ouais. Ok. Et puis au niveau culture, enfin après, alors c'est des trucs culturels, tu vois. Hong Kong, ça a été un des meilleurs cinémas mondiaux, tu vois, alors que c'était tout petit. C'était quand même quelque chose de dynamique et qui proposait de la nouveauté. Alors peut-être pas ultra technologique, mais ça a proposé de la nouveauté au monde, quoi. Ça a fait avancer l'humanité, je pense, vraiment, Hong Kong. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que si tu compares à la Silicon Valley, par exemple, ou alors tu peux trouver ça en Chine aussi, il y a des vraies innovations, quoi, tu vois. Alors que ces endroits, et là on parle que de Singapour et Hong Kong, hein, parce que si tu prends Monaco, Liechtenstein et Andorre, il n'y a vraiment rien. Oui. Ces endroits n'ont pas fait émerger. Et en fait, qu'est-ce qu'ils font là-bas, quoi? Qu'est-ce qu'ils font à Singapour, quoi? Ils rassemblent tous les plus gros QI d'Asie et ils en font quoi? En fait, c'est des hubs. Et quant en finance pour faire du trading haute fréquence. Moi, j'ai des amis qui bossent à Singapour, et en fait, très souvent, Singapour, ça sert de hub. Tu vois, il y avait pour Uber Eats, par exemple, leur siège pour toute l'Asie, c'était à Singapour. Tu vois, c'est ce genre de choses-là. Ok, ouais. Mais en fait, moi, c'est ça qui me questionne, tu vois, c'est qu'il n'y a pas vraiment de modèle aujourd'hui qui me semble pertinent, parce que Monaco, Liechtenstein, Andorre, enfin, tu vois, tu as vraiment ces deux types, mais les deux font pas d'enfants, quoi. Parce que d'un côté, tu as ces Ça, c'est sûr. pays qui sont des vieux, il n'y a que des vieux. Tu vois, Monaco, ils ont un taux de fertilité à 2,1, quoi, mais c'est parce qu'en fait, toute la population a plus de 49 ans, parce que le taux de fertilité, tu le mesures sur les femmes de 15 à 49 ans, tu vois. Mais en réalité, la moyenne d'âge est de peut-être 60 ans, tu vois, à Monaco. Donc, les modèles qu'on a à l'heure actuelle, c'est que ça, quoi, tu vois. C'est des villes qui viennent te stériliser, mais en fait, on ne sait pas exactement pourquoi. Ils ne produisent pas des grosses innovations. Mais ils ont une plus grosse efficacité étatique. C'était ça le point que je voulais dire dans le texte au départ, quoi. Ouais. Ou alors, tu as ces autres exemples de petits pouvoirs locaux comme ça, où c'est juste des riches qui vont prendre leur retraite, quoi. Et en gros, moi, la question que j'essaie de mettre en avant dans toute l'émission, c'est est-ce qu'il est possible d'avoir un modèle où on vit en accord avec la technologie, mais où le biologique et le technologique sont alignés, en fait, quoi. Où tu as un développement biologique en même temps qu'un développement technologique, et c'est-à-dire où tu as une natalité qui accompagne le développement technologique. Et donc sur l'idée de techno-féodalité, donc l'idée de patchwork au final, moi ce que je trouve intéressant dedans, c'est de pouvoir multiplier les modèles et de peut-être trouver une solution à ça, quoi, où tu as
un développement aligné du biologique et du technologique. Parce que, comme je l'ai mis en avant, quand on s'est posé des questions, en fait, on n'a pas répondu à la question. Est-ce que la technologie et le biologique sont fondamentalement en opposition? Je sais pas, quoi. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir la réponse. Et la solution que je vois dans le patchwork, c'est de pouvoir multiplier les tests pour trouver cette réponse et peut-être avoir un modèle au moins où les deux sont alignés, quoi. Ouais, bah, c'est clair que c'est un vrai problème, hein. Pour développer la technologie, il faut une densité d'individus, mais la densité d'individus stérilise, donc c'est le problème. Et tu vois, je trouvais intéressant justement que alors ça n'a pas été développé plus que ça, je pense, mais il y a un moment où Julien Rochdy essayait d'imaginer une vision du monde où il essayait d'aligner les deux. Et notamment, bah, tu vois, il y avait un exemple tout con, mais en gros, c'était juste après le Covid. Il fait, bah, il y a une généralisation du télétravail. Pourquoi ne pas, avec tout le tertiaire qui s'est développé, pourquoi ne pas travailler depuis la campagne et donc avoir du foncier moins cher, plus d'espace et donc, bah, lui, par exemple, c'était aussi vivre avec la nature et compagnie, plutôt que dans un milieu urbain dégueulasse. Et en même temps, bah, tu vois, avoir les avantages du techno-capital, c'est-à-dire bah, tu es dans le tertiaire, en train de travailler sur de la techno à distance. Oui, mais c'est ce qu'il a Le lui-même problème, c'est fait. que les plus grosses sociétés ont mis fin au télétravail de force pour contrôler les salariés, quoi. Donc, Bah, oui. tu as la réponse à ta question et c'est un peu Parce que j'ai l'impression que ça peut pas être associé, Ouais, peut-être les que deux ça peuvent marche pas être pas. associés, que c'est soit le. Je suis pas sûr que sur biologique, SpaceX tu puisses faire du télétravail, tu vois. Il y a des métiers qui s'y prêtent pas, clair. quoi. Tu vas dire, si tu dois construire des fusées, tu le feras pas de chez toi, quoi, tu vois. Bah, c'est clair. Non, mais oui. Voilà, j'aimerais juste finir sur une réflexion pour tenter d'avoir un début de réponse à cette question. Est-ce que le technologique et le biologique sont alignés? Ce que je voudrais mettre en avant, c'est que, en fait, donc quand je parle de changement de paradigme, ça veut peut-être dire que c'est nécessairement non aligné, quoi. C'est-à-dire que quand tu prends la technologie, ce que ça veut dire technologie, tu repars à la racine, technologie c'est techné, logos, et les Grecs l'utilisent jamais ensemble d'habitude, hein. Donc chez nous, ça veut dire la science appliquée, en gros. Mais étymologiquement, ça veut dire l'art du langage, du discours, quoi. C'est-à-dire que si tu prends les religions, les lois mosaïques, c'est une technologie, quoi. Quand Moïse te dit eh, regardez, j'ai reçu ça de Dieu, il te donne des lois qui vont organiser la société. Donc c'est une technologie, en réalité. Et il fait reposer ça sur Dieu pour que ça soit fonctionnel, quoi. Mais ces lois sont profondément anti-biologiques. Je veux dire, c'est là pour contrôler la biologie, justement. C'est là pour s'opposer à la biologie. Et donc, potentiellement, ce changement de paradigme qui va vers le technologique et peut-être vers la singularité, c'est-à-dire de créer des nouvelles entités qui sont pas forcément humaines, c'est peut-être nécessairement opposé à la biologie parce que dans le fondement, la civilisation, la création de lois, la création de règles crée des types d'humains qui font advenir la technologie et que pour cela, tu dois dégrader la biologie, quoi. Ouais. Au moins jusqu'à la singularité. Je dirais. Ou à l'échec, hein. Je pense que tu vois, si, Oui, ou à l'échec, oui, bien si sûr. la civilisation est cela, donc ça veut dire que soit on est la civilisation qui y parvient, soit on est une civilisation de plus qui s'effondre. Quand tu lis des auteurs grecs ou romains, tu vois, qui sont arrivés à l'apogée, tu vois, Thucydide, il est conscient, quoi, donc il écrit à l'apogée de la Grèce, mais tu vois qu'il est conscient que tout passe et que ça finira. Mais je suis pas sûr que de la façon dont on nous lira, nous, dans 500 ans, tu vois, où on se dira, mais en fait, ils ont vraiment cru qu'ils allaient créer un nouveau truc et qu'en fait, ça n'a pas marché. Ou alors qu'effectivement, on va réussir à créer la singularité et qu'il y aura des nouvelles entités qui seront plus du tout humaines, qui seront supérieures à nous et qu'on leur a fait, quoi. Donc, il y a une part de croyance dedans. Et je pense qu'il y a une raison d'y croire, hein. Quand tu vois ce qu'on arrive à faire aujourd'hui, clairement, on a une technologie qui est bien supérieure à tout ce qui a été fait avant. Mais la question, c'est ça, quoi. Est-ce que c'est au prix de la biologie, que c'est nécessairement... En fait, si tu regardes des fois, Elon Musk poste des photos de ses développeurs, tu vois, souvent indiens. Je veux dire, t'as pas l'impression qu'ils sont dans un très bon état biologique. Donc,
Vous avez vu ces photos, quoi. Et donc tu dis, bah, est-ce que, en fait, c'est nécessaire? T'as besoin de ces nerds qui font Faut devenir faire des super castes en puissants. fait. Hein. C'est ce que c'est quoi? C'est quoi? C'est dans l'archéofuturisme où tu as une caste de personnes qui ont le droit de vivre dans les villes et d'accéder à la technologie et des castes de petits paysans qui vivent comme des hobbits et qui eux se reproduisent quoi. Mais voilà, pour moi, la question, elle est là, en gros, quoi. Est-ce que c'est fondamentalement en opposition parce qu'on change de paradigme et que ça doit l'être? Ou est-ce que tu peux aligner les deux, quoi? Ce que j'aime bien, en tout cas, avec ces questions, c'est que on n'a pas la réponse maintenant, mais t'es sûr que tu l'auras un jour. Ah ouais? Je D'une pense, façon oui, ou d'une autre. je pense qu'on va le savoir de notre vivant. Honnêtement. Oui, je pense, oui. C'est la grande question de nos vies, les gars. De notre mort. De notre vie et de notre mort. Dans tous les cas, on sera là pour observer ça et on fera des vidéos comme celle-là pour commenter tout ça. On sera ensemble. C'est cool. Bon, ben, on va dire que je prends cela comme une conclusion parce que voilà, le temps passe et voilà, moi j'ai une journée de travail de salaud qui m'attend, donc il va falloir avancer et fermer cette émission, les gars. Les auditeurs, voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est la première. Normalement, on va essayer d'en faire une par mois. On va essayer de tenir ce rythme-là. Encore une fois, n'hésitez pas à partager, liker la vidéo, c'est important pour la chaîne, comme c'est marqué en bas. Et tiper pour Rage Culture, si ça vous a plu. En plus, vous aurez le droit à plein de contreparties extrêmement chouettes. Et ben voilà, encore une fois, merci Jean, merci Nîmes, merci Anto. C'était vraiment très sympa. Et bon, on se dit à très bientôt alors. Salut. À la prochaine, tout le monde. Allez, salut.